Donc notre problème, c'est un problème de circuit RC, comme on le voit sur la figure. Et on a une équation qui est une équation différentielle avec deux termes. Le premier terme qu'on a ici, c'est la dérivée par rapport au temps de la tension aux bornes. Et le deuxième terme, c'est la tension elle-même aux bornes de la capacitance du capaciteur du condensateur. Donc on a bien ici une dérivée d'ordre 1. Donc ça veut dire que l'équation différentielle est de quel ordre? Elle est d'ordre 1. Donc équation différentielle, ordre 1. Alors, est-ce que c'est une équation linéaire ou est-ce que c'est une équation non linéaire? Alors, on remarque que l'équation, si on la réécrit et qu'on la réécrit différemment, j'ai eu quelques questions là-dessus qui m'ont été envoyées sur le groupe et même en message direct. Donc, qu'est-ce qu'on voit si on réécrit l'équation? Eh bien, on voit que là, on a V'. Donc, V', c'est la même chose. On m'a demandé, hein. Donc, je répète bien. V', qui est ici, c'est la même chose que dV sur dt. C'est pas différent, c'est exactement pareil. On peut écrire l'un ou l'autre, selon ce qui nous arrange. Il n'y a pas de choses fausses et de choses vraies là-dessus. Les deux sont la même chose exactement. Donc vous pouvez choisir de l'écrire comme vous préférez. Ensuite, donc ça c'est l'équation. Et est-ce qu'elle est linéaire ou pas linéaire? Donc on répète pour savoir si elle est linéaire ou pas linéaire. Donc premièrement, c'est une équation différentielle d'ordre 1. Deuxièmement, est-ce qu'elle est linéaire? Donc ça c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'elle est linéaire ou pas linéaire? Comment on fait pour savoir si elle est linéaire? Alors, est-ce qu'on a un terme V fois V'? Non. Est-ce qu'on a un terme V puissance 2 ou V puissance 3 ou V puissance n'importe quoi? Non. Est-ce qu'on a un terme 1 divisé par V? Non. Est-ce qu'on a un terme logarithme de V, sinus de V, cosinus de V, etc.? Non. Donc, on n'a que des fonctions linéaires de V. La seule fonction qu'on ait pour V, c'est 1 sur RC fois V. Ça veut dire ça, c'est une fonction qui est linéaire. Ça veut dire si je remplace V par V1 plus V2, eh bien j'aurai 1 sur RC V1 plus 1 sur RC V2. Ça veut dire c'est une fonction linéaire de V. Pareil, si je multiplie V par 4, j'aurai 4 R sur RC fois V. Ça veut dire c'est aussi stable par la multiplication par un scalaire 4 ou alpha, n'importe quoi. Ça veut dire que c'est une équation donc qui est linéaire. Parce qu'on n'a pas de produit entre les V et les V', donc on n'a pas de produit entre les dérivés et la fonction. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de fonction non linéaire de V, comme ça serait non linéaire par exemple, ça c'est non linéaire. Toutes ces fonctions que j'ai écrites ici sont des fonctions non linéaires. Donc on n'a pas ces fonctions. Donc on voit bien que c'est une équation linéaire. Apprenez-vous à les reconnaître, c'est utile. Il y a une autre chose qui pourrait rendre cette équation non linéaire, c'est une dépendance des constantes. Donc ça c'est un petit peu plus subtil, mais c'est important. Si par exemple on avait V', je prends disons l'occasion pour faire des rappels, hein, vous remarquez à chaque cours, pour que ce soit plus facile de vous en souvenir, je le répète un très grand nombre de fois. Donc, si par exemple on avait la capacitance qui dépend de la tension aux bornes, donc on avait un condensateur qui, je ne sais pas si c'est même possible, qui avait une capacité C qui est une fonction de V, avec V la tension aux bornes de ce condensateur. Donc ça, si c'était V de T et que cette capacitance C était une fonction de V. À ce moment-là, on aurait aussi un terme non linéaire parce qu'ici, on aurait un C de V de T. Et il suffit
qu'une des constantes là-dedans, ça peut être aussi V0 par exemple. V0 pourrait être une... Enfin, non, V0, je vois pas comment ça pourrait être une constante. Ça pourrait dépendre. Mais voilà, donc C pourrait dépendre de la tension à ces bornes. Et ça nous rendrait l'équation non linéaire parce que ici, vous voyez que pour même calculer C, on a besoin de V. Mais V, c'est inconnu. Donc, pour calculer V, on a besoin de C. Et pour calculer C, on a besoin de V. Donc, vous voyez que c'est un serpent qui se mord la queue. On n'arrive pas à savoir comment faire. Donc, dans ce cas-là, il faut utiliser une autre méthode qu'on n'apprendra pas, qui est une méthode numérique que j'ai mise dans les notes de cours, mais que vous ne devez pas apprendre pour cette année, qui est une méthode de linéarisation. Donc, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est on fait une linéarisation. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est totalement hors programme. Ce n'est pas quelque chose que vous devez comprendre. Vous devez juste savoir reconnaître si une équation est linéaire ou si une équation est non linéaire. Donc, je vais écrire que ça, c'est un aparté parce que je ne veux pas que vous soyez confus et que ça vous crée des problèmes. Pas. On va juste dire pour voilà. Voilà, donc ce terme-là, ça crée une non-linéarité, mais c'est une non-linéarité différente. C'est une non-linéarité qui vient du fait que pour écrire l'équation, on doit avoir la solution de l'équation. Voilà, et ça c'est un petit peu difficile évidemment à faire, sauf si on linéarise. Et ça c'est ce qu'on apprendra à faire plus tard. Ok, donc c'est une équation linéaire différentielle, donc elle est donc linéaire, oui. Donc, la conclusion c'est que ce truc-là est linéaire. Équation différentielle linéaire d'ordre 1. Et maintenant, le dernier point, c'est est-ce qu'elle est homogène? Ça, c'est trivial. On a déjà vu ça la dernière fois. Puisqu'on a un terme de droite, ça veut dire qu'elle est non homogène. Donc, on sait déjà qu'on va utiliser une méthode où on résout l'équation homogène associée. Et qu'ensuite, on ajoute la solution particulière de l'équation non homogène. C'est ce qu'on a vu la dernière fois et c'est ce que je vous ai résumé dans les notes, dans la petite vidéo, les deux petites vidéos que je vous ai préparées exprès pour vous hier soir. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on va résoudre. Alors, l'équation homogène, je l'avais mise de cette couleur. Résolution de l'équation homogène H. Alors, qu'est-ce que l'équation homogène H? C'est dv sur dt, c'est la même chose, sauf rien à droite. Plus 1 sur RC v de t égale 0. Donc on remarque, à droite, on a maintenant un 0, comme je vous résumais ça hier soir dans la petite vidéo. Donc ça veut dire que cette équation est homogène et qu'on peut donc la résoudre directement. Ce que l'on fait, c'est que l'on cherche la solution générale. Ça s'appelle la solution générale de l'équation homogène. Et ça, c'est très important, je l'ai répété hier soir. C'est la solution générale, ça veut dire que l'on va avoir une famille de solutions. On peut penser à ça comme une famille de solutions.
parce que on va le voir, on se retrouve avec des constantes ou une constante au moins. Donc comment est-ce qu'on fait pour résoudre cette chose-là? Eh bien, on va dire, ok, exactement comme la dernière fois, déjà on va la réécrire plus facilement V' de t plus 1 sur RC V de t égale 0. Ensuite, comme je l'ai dit hier soir, on peut diviser par V de t parce qu'on suppose que les solutions triviales, c'est-à-dire nulles, ne nous intéressent pas. Donc plus V' de t sur V de t plus 1 sur RC égale 0. Ensuite, on peut passer le 1 sur RC de l'autre côté. On va faire tout très lentement. V' de t sur V de t égale moins 1 sur RC. On peut maintenant intégrer par rapport à t, ce qui nous donne intégrale de V' de t sur V de t dt égale moins intégrale de 1 sur RC dt. Puisque le 1 sur RC est constant, donc là, on a de la chance parce que ça, c'est constant. Ça veut dire que ça ne dépend pas du temps. Alors, on peut l'écrire devant l'intégrale, ce qui nous donne moins 1 sur RC intégrale de dt. Ah oui, et à chaque fois je l'oublie, il ne faut pas oublier la constante, plus C. Ah, on ne peut pas l'appeler C parce que C, c'est déjà la capacitance. Donc, on va l'appeler, après C vient D. Donc, plus D. Et D, c'est une constante qui appartient à R, qui est constante. Et elle est arbitraire, pour l'instant. Et on se souvient, on trouvera cette constante, donc il faut bien se souvenir de ça, parce qu'on en a parlé il y a longtemps. Non, ce n'est pas une tête de mort, c'est une ampoule. Donc, on trouve C, je veux absolument l'appeler C, D, à partir des conditions initiales appliquées sur la solution de l'équation non homogène. Donc ça, on va le voir plus bas. Ça sera y de t égale y homogène de t plus y particulière de t. On va voir ça plus bas. Je l'ai déjà dit hier dans mon résumé et la semaine dernière dans le cours, donc c'est pas nouveau. C'est juste pour vous dire que cette constante d, elle n'apparaît pas du ciel, ou plutôt elle vient du... Peut-être elle atterrit là comme avec un parachute, mais elle se résout plus tard lorsqu'on a la solution finale. Ok, donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour finir l'intégration de cette chose-là? Alors, intégrale de V' sur V, ça c'est le log de V de t. Intégrale, donc moins 1 sur RC fois intégrale de dt, c'est t. D'accord? Donc ça vient intégrale de dt, c'est t. Plus d. Voilà, donc maintenant on peut prendre l'exponentielle à gauche et à droite. Ça nous donne v de t égale exponentielle de moins 1 sur RCT plus d, ce qui nous donne exponentielle de d
exponentielle de moins 1 sur RCT. Parfois, on appelle l'exponentielle de D lambda parce que c'est plus facile que d'avoir une exponentielle, mais on s'en fiche pour l'instant, on va le laisser comme ça. Voilà, donc ça, c'est la solution de l'équation homogène. Maintenant, il nous faut vérifier, il nous faut une solution particulière de l'équation inhomogène. Donc ça va être la deuxième partie. Alors, on va revenir à l'équation. Qu'est-ce que j'ai écrit? Non, de l'équation inhomogène. Comme je l'ai répété hier soir et que je l'ai dit la semaine dernière, ça c'est une solution, n'importe laquelle. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Okay? On en veut une. Alors, si on regarde bien cette équation, on voit qu'on a la dérivée de V et on a V ici. Donc, une question, c'est quelle est la fonction ou une fonction qui va vérifier cette équation et qui est une solution simple. Donc, quelle est la fonction ou une fonction qui va vérifier cette équation et qui est relativement simple. Est-ce que quelqu'un a une idée par hasard? Est-ce que quelqu'un a une idée? Ok, pas d'idée. Donc, la première chose qu'on essaye de chercher, c'est une solution constante. Donc, est-ce qu'il y a une solution constante qui pourrait fonctionner pour ça? Ben oui, évidemment. Parce que si on prend, on voit ici, si on regarde que ça et ça, on voit que c'est exactement pareil. On a quelque chose sur RC, quelque chose sur RC. Là, on a un voltage. Là, on a un voltage. Donc, si on prend, par exemple, V de T égale V0, ben, on voit bien qu'on a V0 sur RC égale V0 sur RC, et donc, c'est vérifié. Pourquoi? Parce que ici, la dérivée de V0, D sur dt de V0, c'est 0. Pourquoi? Parce que V0, c'est une constante, ça ne dépend pas de T. Ok, donc, on a bien vu que la constante V0, c'est une solution particulière. Donc V0 est solution de E parce que dV0 sur dt
égale 0, V0 indépendant de t, et parce que V0 sur RC égale V0 sur RC. D'accord? En remplaçant V de t par V0 dans E. Ok, bon, alors ça c'est bien. Ça veut dire on a une solution particulière. Alors, cette solution particulière, on va pouvoir maintenant la combiner avec la solution exacte. Donc, la solution générale de l'équation homogène. Donc, V0, V de t égale V0 est solution particulière, pas de H, mais de E. Donc maintenant, troisièmement, solution générale de E. Donc on aura toujours des D là-dedans. Le D, il ne va pas disparaître comme ça. La solution générale de E, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est facile. On va dire, on a déjà dit, V de T, donc ça c'est solution générale de E, égale la solution générale de H plus la solution particulière de E. Donc, grâce aux couleurs, mes notations un petit peu fantaisistes ne vous créent pas de problème, parce que là, c'est un VP, là, c'est un VP, d'accord? Donc, ça veut dire que lui, on va l'appeler tout simplement VP. Et la solution qu'on a dite tout à l'heure être la solution générale VH de T, c'est celle-ci. Celle-là, on va l'appeler VH de T, tout simplement. Donc VH de T, on va la relire, exponentielle D, exponentielle moins. Donc exponentielle D, exponentielle moins T sur RC. En général, RC, on écrit tau, parce que tau, donc c'est la lettre grecque pour tau, c'est un temps. Donc ça, c'est homogène à un temps. Ok, donc on a souvent un exponentiel moins t sur tau, mais là on ne va pas commencer à s'embrouiller l'esprit avec des notations en plus, c'est juste pour ceux qui connaissent, ça leur rappellera quelque chose. Donc plus V0. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que ça? Ça veut dire qu'on a V de t. Maintenant, on peut laisser tomber les couleurs. Exponentielle D, exponentielle moins t sur RC, plus V0. Ok, mais ça, c'est pas fini. Évidemment pas. Parce que quoi? Parce que ici, on a maintenant un D qui traîne. Et le D, pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Alors, la question, c'est comment on fait pour trouver la valeur de D. Donc, là, on pourrait avoir différentes possibilités. Et une des possibilités,
c'est simplement de se dire que la valeur à l'infini doit être égale à V0. C'est-à-dire que quand t ou t sur tau tend vers l'infini, on doit trouver V qui tend vers V0. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut se dire parce que intuitivement, c'est ce à quoi on s'attend. Parce qu'en fait, ce que l'on est en train de faire, c'est que l'on charge le capaciteur, on charge le condensateur. Mais on pourrait tout à fait se dire, ok, on aurait pu nous dire dans le texte, par exemple, ce qu'on ne nous a pas dit, mais on aurait pu nous dire, par exemple, V de 0, donc autant 0, égale par exemple 0. Donc ça, on peut dire hypothèse. Condition initiale. Donc là, on peut juste essayer de voir ce qui se passe si on nous dit ça. D'accord? Donc, si on nous dit ça, V, d'après l'équation qu'on a ici, d'après la solution S, ça nous dit que V de 0 égale exponentielle D exponentielle de 0 plus V0, donc égale exponentielle D plus V0 égale 0. Donc ça nous donne exponentielle D égale moins V0, et donc V de t égale moins V0 exponentielle moins t sur RC plus V0, donc égale V0 facteur de 1 moins exponentielle moins t sur RC. Voilà. Donc ça, c'est par exemple une solution qu'on pourrait avoir dans le cas où les conditions initiales sont que V de 0 est égal à 0. Voilà. Et je vous ai donné une autre méthode dans les notes de cours que je vous laisserai regarder. Tout simplement. Ok, donc voilà, ça nous donne une solution. Voilà, dans les notes de cours, je vous donne quelques autres exemples que si vous voulez, je referai les fois d'après. Maintenant, j'aimerais passer aux équations d'ordre 2 parce que c'est important qu'on ait le temps de les voir. Donc, dans le cours, ces exemples sont page 78. Donc, je mets une petite note ici. Page 78 et la version des notes de cours.
Ouais, c'est les dernières que je vous ai envoyées, hein. Donc c'est exemple 1. Parce que là, j'ai déjà retravaillé le texte, donc je ne vous ai pas envoyé la dernière version, je vous la renverrai. Voilà, mais c'est dans le chapitre 4 de 4. Voilà. Ensuite, il y a d'autres exemples. Vous me direz si vous les comprenez ou si vous ne les comprenez pas et que vous avez besoin de plus de détails. Dans ce cas-là, je vous donnerai plus de détails dans les calculs. Il y a 4, 5, 6 exemples différents. Donc, voilà. Vous pouvez regarder ça en détail et ça vous permettra de comprendre bien ce qui se passe. Maintenant, on va passer à la suite. La suite étant les équations d'ordre 2. Donnez-moi juste une petite seconde. Ok. Alors, maintenant, équation d'ordre 2. Donc, c'est pour l'instant page 89 des notes de cours, mais c'est en tout cas paragraphe 4.3. Et on en a déjà parlé, hein, donc je ne vais pas refaire ce que j'ai déjà dit la semaine dernière et hier soir dans les petites notes que je vous ai envoyées, que j'ai mises sur YouTube. La dernière fois, on a juste vu la forme générale. Donc la forme générale, c'est donc équation différentielle, ordre 2. On a vu la forme générale. Donc la forme générale, c'est celle-ci. A de t, un coefficient qui dépend du temps ou de la variable, y seconde de t, plus b de t, y prime de t, plus c de t, y de t, égale f de t étant aussi une fonction de t. Donc toutes ces fonctions, a, b, c et f, sont des constantes, des fonctions coefficients qui nous sont données. Elles sont donc connues. D'accord? Ça veut dire qu'elles sont connues. Donc toutes ces fonctions sont connues. Ce ne sont pas des inconnus. Ce qui est inconnu là-dedans, c'est ça, c'est y. Donc cet y est inconnu. C'est le même y, bien sûr. La fonction inconnue, c'est y est inconnu. Tout de suite, on voit que c'est une équation du deuxième ordre. Pourquoi? Parce que la dérivée la plus haute est du deuxième ordre. Vous le voyez directement ici. Vous avez ici un coefficient 2, une double dérivée, donc c'est deuxième ordre. On voit qu'à droite, là, on a un terme qui n'est pas 0, donc ça, c'est inhomogène. Parce que f de t n'est pas identiquement égal à 0 pour tout t. Ou plutôt, il existe t quelque... Ouais, enfin bref, on va laisser ça tomber. On va dire que f de t n'est pas la fonction identiquement nulle. Ok. Donc maintenant, quelle est la situation? On a une équation du second ordre. Alors le truc, c'est qu'on n'aime pas trop quand on a un terme devant le y seconde. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut éliminer ce terme. Donc, si on nous donne une équation comme ça, la première chose qu'on peut imaginer faire, c'est on divise par a de t. Donc ne vous en faites pas trop, tout ça, c'est pas vraiment fondamentalement important. On peut simplement dire qu'on va diviser par a de t, et on va se retrouver avec y seconde plus p de t, y prime de t, plus q de t, y de t, égale g de t, avec
les définitions qui sont évidentes et que je vous ai déjà dites la dernière fois, c'est-à-dire P de t égale B de t sur A de t, Q de t égale C de t sur A de t, et enfin F de t égale... Pardon. Et enfin G de t égale F de t sur A de t. Désolé, ça c'est un peu mal écrit. Ok. Donc là, on a nos définitions. Et on peut utiliser l'un ou l'autre. C'est exactement la même chose. La manière de résoudre, c'est exactement la même chose. Je vous l'ai dit la dernière fois. On résout l'équation homogène. Puis on trouve une solution particulière de l'équation non homogène. Et on ajoute les deux. On applique les conditions initiales et c'est fini. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par un exemple qui est dans le cours et que je vais reproduire ici pour vous simplifier le travail. Voilà, donc ça c'est exactement comme un circuit électrique RLC. Et nous allons résoudre ce problème en commençant par le cas le plus simple. Donc ça c'est un exemple, mais c'est vraiment un exemple qui va nous suivre pendant tout le cours. Parce que c'est l'exemple le plus couramment rencontré. Je vous ai expliqué en quoi ça pouvait servir pour les tremblements de terre. Donc, vous pouvez vous souvenir de ça ou revenir voir les notes que je vous avais déjà données. Donc, ça, c'est notre système. Un système habituel. J'en ai parlé déjà de nombreuses fois dans le cours. Donc, on a un système avec une masse M, un ressort K qui a tendance à faire revenir la masse vers le mur, un damper C, c'est-à-dire quelque chose qui absorbe de l'énergie, et une sollicitation externe F de t qui peut être une accélération due à un tremblement de terre, qui peut être une force appliquée à un amortisseur d'une voiture, enfin ça peut être n'importe quoi. Ça c'est le système qui est utilisé à peu près partout pour amortir les oscillations. On a un système comme ça sous les pieds de la tour Eiffel, par exemple. Mais il y a des systèmes comme ça à peu près partout dans la plupart des machines mécaniques, ainsi que dans le système de génie civil. Et c'est exactement la même chose que ce qui se passe dans un circuit, comme je vous disais, RLC, donc R, L, C, c'est exactement la même chose. D'accord, donc ça c'est une capacitance comme on a vu, et ça c'est une inductance. Un circuit RLC, c'est la même chose que cette chose-là. Ça marche aussi pour les tuyaux en hydraulique, c'est la même équation, le même genre d'équation. Ça fonctionne aussi pour, comme on l'a vu, les systèmes masse-ressort, et vous pouvez y trouver encore des tas d'autres applications dont je n'ai pas parlé, mais c'est vraiment extrêmement courant. Donc c'est un type d'équation qui se rencontre partout. Ok, donc maintenant, si on réécrit cette équation, on va avoir une équation qui, dans ce cas-là, alors je ne vous demande pas de le prouver, vous le faites en physique. Donc on va encore une fois admettre, on va juste admettre que l'équation s'écrit m y seconde de t plus c y prime de t plus k y de t
égale grand F de t. Ce terme-là, c'est un terme inertiel, donc c'est l'inertie, c'est la masse fois accélération. Ça, c'est un terme visqueux. Et ça, c'est un terme élastique. Et ça, c'est un terme forcé. Donc c'est une force qu'on ajoute au système. Donc c'est une oscillation dite forcée. Donc ça, l'équivalent, c'est... Voilà, ça c'est un terme de C de T, Y, c'est un terme qui... Ok, donc ce terme-là, c'est un terme élastique, c'est un terme comme ça. Ce terme-là, c'est un terme Y' qui correspond à une résistance. Avec certainement un capaciteur aussi. Voilà. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce truc-là? Ça, on reverra plus tard l'analogie. J'ai pas envie de vous troubler la tête avec ça maintenant. Donc, maintenant, on regarde cette équation et qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit déjà, premièrement, qu'elle n'est pas homogène, puisqu'on a à droite un terme qui n'est pas 0. On voit qu'on a des coefficients, que ces coefficients sont constants. Donc, on a une équation à coefficients constants. Donc ça, déjà, c'est beaucoup plus facile que d'avoir une équation à coefficients qui ne sont pas constants. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout diviser par m. Comme on a dit tout à l'heure, c'est parfois plus simple. Donc on va diviser par m, ça nous donne y seconde de t. Donc notre but, c'est de résoudre cette équation. Plus c sur m y' de t, plus k sur m y de t égale 1 sur m f de t. Alors maintenant, on va poser d'autres constantes. Alors, pour l'instant, ça va vous sembler de la magie noire ou quelque chose un petit peu incompréhensible, c'est normal. On va juste dire que oméga 0 carré égale k sur m. Donc, posons. C'est normal que vous ne sachiez pas d'où ça vient, parce que personne n'aurait pu le deviner tout seul. Et ça s'appelle la fréquence naturelle. Ok, on appelle ça parfois aussi la pulsation naturelle. Ça, je vous en ai parlé, c'est ce qui est relié au phénomène de résonance et on va en reparler fréquemment pendant tout le cours. Ensuite, on va avoir zeta égale, alors je suis désolé que ce soit des lettres grecques un petit peu bizarres, mais c'est comme ça, c sur 2 racines de km. Ok, et ça s'appelle le rapport d'amortissement.
En anglais, damping ratio. Alors, pourquoi est-ce que ce truc est important? Parce qu'on verra qu'il y aura certains types de comportements. Donc, on va avoir le cas où zeta est égal à 0. Donc, on a non amorti. Donc, ça veut dire oscillation pour toujours. Oscillation indéfinie dans le temps. Donc, pour toujours. Il n'y a aucun amortissement, l'énergie est conservée. Ça n'existe évidemment nulle part, mais c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est 0, plus petit que zeta, plus petit que 1. Là, on est sous-amorti. Ça veut dire qu'on a des oscillations dont l'amplitude diminue. Ensuite, on a le cas où zeta égale 1, où là, c'est le cas critiquement, on peut appeler ça amortissement critique. Et donc, retour à l'équilibre sans oscillation. Je vous montrerai des courbes, ce sera plus simple. Et finalement, le cas où zeta est plus grand que 1, là c'est un... Donc ici c'est retour rapide à l'équilibre sans oscillation. Donc on peut appeler cela le suramortissement, overdamped. Et là on a aussi un retour à l'équilibre. Avec sans oscillation. Mais plus lent. Ok, donc ça ne va pas vous dire grand-chose. Je vais vous donner directement une courbe qui sera beaucoup plus facile à interpréter pour vous. Attendez que je fasse ça correctement. Donc ça c'est section 4.3, page 91. Voilà. Donc vous avez tous les cas qui sont marqués là-dessus. Vous voyez le cas qui est, comme on a dit, sous-amorti. Donc là, on a une oscillation dont l'amplitude diminue avec le temps. Ça, c'est la chose la plus intuitive, je trouve. Et vous voyez que cette oscillation, elle est prise dans une enveloppe que l'on voit ici. C'est une enveloppe exponentielle. Et la forme de la solution, c'est un sinus ou un cosinus multiplié par une exponentielle. Donc c'est à ça que ressemble
cette courbe. Ça, c'est le cas donc underdamped, avec l'enveloppe que je viens de vous montrer. Ensuite, on a le cas overdamped, c'est-à-dire le cas suramorti, avec zeta égale 2. Le cas suramorti, c'est celui-là. Vous voyez qu'il tend vers 0 très rapidement, sans osciller. Et on a le cas critiquement amorti, qui est là, et qui tend aussi vers 0, mais moins vite. En fait, d'ailleurs, c'est... Oui, voilà. Donc, voilà, ça, ce sont les possibilités qu'on a. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'on va s'amuser à résoudre ces équations de manière générale. OK? Donc, ça va être très simple. Et c'est la dernière chose que je vais faire aujourd'hui. Ça va prendre un petit moment. Donc, on va regarder la méthode de résolution. Voilà, la méthode générale. Excusez-moi juste une seconde. Ok, alors, la résolution générale de ces équations, ça fonctionne comme ça. Premièrement, on va chercher... Alors, d'abord, je vous donne la... On va prouver... On va faire la preuve, on va dire, du type de solution qu'on peut obtenir. Et il se trouve que ça va nous aider pour résoudre les équations ensuite. D'accord ? Donc, il est bon de comprendre ce qu'on fait et de savoir le refaire. Vous n'aurez pas besoin de tout reprouver le jour d'un examen, mais vous aurez besoin de la méthode. Donc, vous aurez besoin... Ça vous aidera d'avoir compris la méthode pour pouvoir faire les exercices. Vous comprendrez ce que je veux dire dans 2 minutes. Donc, très honnêtement, ce sont les équations les plus faciles à résoudre, même si elles sont d'ordre 2. Paradoxalement, elles ne sont pas beaucoup plus difficiles que les équations d'ordre 1. Donc, on répète, à quoi ressemblent ces équations ? Alors, est-ce que je vous donne les... Non. On va commencer par écrire l'équation de manière générale. Donc, A, y seconde, plus B, y prime, plus C, y, égale f de t. Ok, donc maintenant, je vais vous demander de réfléchir à comment vous allez pouvoir résoudre ce type de système.
Alors, d'après vous, comment est-ce que ça va fonctionner? Donc déjà, on voit qu'on a une équation d'ordre 2. On a une équation inhomogène. Ici, ça veut dire inhomogène. Ordre 2. Donc ça, ce sont nos équations. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre? Alors, je vais vous demander juste de réfléchir un petit peu, pour pas que ce soit simplement un cours didactique, mais que vous regardiez aussi par vous-même comment résoudre cette chose-là. Si je vous disais quelque chose, qu'est-ce que vous me diriez? Donc, premièrement, vous me diriez, ok, ça c'est l'équation E. On va commencer par résoudre l'équation H, c'est-à-dire l'équation homogène associée, parce que ça, c'est toujours le cas. On résout l'équation homogène et par superposition, on trouve la solution à l'équation totale en ajoutant une solution particulière de l'équation générale E, non homogène. Voilà, donc ça, c'est l'équation homogène, c'est-à-dire H. Alors maintenant, je vais vous demander, cherchons une solution générale de H. Et pour vous aider, je vais vous dire, cherchez la solution ou une solution sous la forme y de t égale exponentielle rt. Voilà, je vous laisse faire ça pendant 2 minutes parce que je pense qu'il est vraiment important que vous réfléchissiez. Vous n'avez pas besoin de m'expliquer ce que vous faites, mais juste prenez un papier, un crayon et un stylo, n'importe quoi, et réfléchissez à comment vous chercheriez la solution. Donc, ce que je veux dire par là, vous pouvez remplacer y de t par exponentielle rt dans h. Voilà, je vous laisse faire ça pendant 2 minutes. Et pendant ce temps-là, je regarde la suite.
Ok, donc je pense que vous avez eu le temps déjà de regarder, donc je vais le faire maintenant moi-même. Donc l'idée c'est de chercher la solution, une solution qui ressemble à y de t égale exponentielle r de t qu'on va remplacer dans l'équation h. Donc comment on fait ça? Déjà premièrement on calcule y' de t qui est la dérivée de exponentielle rt, donc c'est r exponentielle rt, puis on calcule y seconde de t qui est r carré exponentielle rt. Ça c'est une chose. Et ensuite, ce que l'on fait, c'est que simplement on remplace. Donc on a le premier terme qui est AY seconde, donc A fois R carré exponentielle RT, plus BY prime, donc BR exponentielle RT, plus C exponentielle RT, égale 0. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé dans l'équation H. Ok, donc ça me donne quoi? Eh bien, ça me donne un truc super cool parce que le exponentiel RT qui n'est aucun n'est 0 évidemment, puisque une exponentielle ne peut pas être 0. Elle n'est 0 qu'à moins l'infini. Donc elle ne prend jamais la valeur 0. On peut donc diviser par exponentielle de RT. Ça nous donne donc AR carré plus BR plus C égale 0. Et là, vous allez me dire, c'est génial, parce que qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais un trinôme du second degré, donc un polynôme du second degré que je sais absolument résoudre. Et donc maintenant, je vais essayer de trouver CR, parce qu'on a supposé que l'équation avait pour solution, mais c'est illisible ça, avait pour solution exponentielle RT, mais maintenant on ne sait pas quel est le R. Donc ça veut dire que notre but, là, maintenant, dans la vie, c'est de trouver ce R. Et pour trouver ce R, on remplace. Et en remplaçant, on trouve un polynôme du second degré. Donc qu'est-ce qu'on fait avec un polynôme du second degré? Parce que on a appris ça, eh bien, on calcule le discriminant b carré moins 4ac. Et ensuite, on va avoir évidemment 3 cas. Le premier cas, ça va être... on va dire quoi? Delta positif, par exemple. Donc, on va dire cas numéro 1. Delta strictement positif. Qu'est-ce que ça signifie, delta strictement positif? Ça veut dire qu'on a deux racines réelles. Deux racines réelles distinctes, évidemment. Donc, elles sont R1 égale moins B plus racine de delta qu'on peut calculer puisque delta est positif sur 2A, et R2 égale moins B moins racine de delta sur 2A. Donc, la solution, y de t, vous vous souvenez, c'est exponentielle rt. Donc ça va nous donner deux solutions. y1 de t égale exponentielle r1t et y2 de t égale exponentielle r2t. Donc ça, c'est famille 1. Et ça, c'est famille 2. Donc la solution générale, là, je vais dire quelque chose qui va vous paraître bizarre pour certains, mais que d'autres peut-être vont comprendre, donc je vais quand même le dire. Puisque l'équation est linéaire, donc on peut utiliser la superposition. Ça veut dire que si une solution est solution et qu'une autre solution est solution, donc en parlant clairement, puisque y1 est solution, y2 est solution,
Alors, y1 plus y2 est aussi solution, puisqu'on a une équation linéaire. Mais aussi, on peut dire que C1 fois Y1 plus C2 fois Y2 est aussi solution. Pourquoi? Parce que si Y1 est solution, C1 fois Y1 est solution. On peut facilement vérifier. Vous voyez, si on se met ici dans cette équation et qu'on remplace Y par Y1 et que Y1 est solution, on va avoir AY1 seconde plus BY1 plus CY1 égale 0. Ça marche. Mais maintenant, si au lieu d'écrire ça, on va écrire, je vais l'écrire, on va multiplier la solution par C1. Ça va nous donner quoi? Donc A, C1, Y1 seconde plus B, C1, Y1 prime plus C, C1, Y1 égale 0. Et ça marche parce que le C1, il se simplifie. Donc vous voyez, puisque l'équation est linéaire, on va simplifier les multiplicateurs devant la solution. Ce qui veut dire que si on a une solution, la solution multipliée par n'importe quel nombre est aussi solution. Et ça marche seulement parce que l'équation est linéaire. Si l'équation n'est pas linéaire, ce que je viens de dire ne marche pas. Ok ? Je vais passer un petit moment à vous l'expliquer maintenant quand même, parce que je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc, la solution générale, vous l'obtenez par superposition, c'est-à-dire y de t égale c1 y1 de t plus c2 y2 de t. Ok, donc là, je vais faire un petit aparté. Et je vais appeler ça explication donc l'équation E est linéaire signifie que toute combinaison linéaire de solutions est aussi solution. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire combinaison linéaire? On va dire combinaison linéaire de y1 et y2. Donc ça, c'est quelque chose, ce petit aparté, c'est pour vous expliquer les choses plus clairement. Ne vous stressez pas si vous ne comprenez pas tout, mais c'est pour ceux qui se posent des questions un peu plus profondes, on va dire, et qui seraient un peu perdus pour savoir pourquoi, si on prend C1, Y1 et C2, Y2, on les ajoute, ça fait une solution. Et qu'est-ce que veut dire exactement linéaire? Donc, ça ne vous servira pas directement pour le test, je vous le dis tout de suite. Donc, je sais que c'est peut-être quelque chose de superflu pour certains d'entre vous, mais je pense que c'est vraiment très important de comprendre ce que veut dire linéaire pour pouvoir résoudre les équations qu'on va résoudre, et ça va nous aider, pour ceux qui ont la possibilité de comprendre cette partie-là, ça va nous aider plus tard quand on regarde les familles de solutions. Donc c'est pour ça que je décide de le faire maintenant. Je vais juste vous expliquer ce que c'est qu'une combinaison linéaire. Une combinaison linéaire, c'est exactement ce qui se passe dans un plan avec des vecteurs. Donc si on imagine un plan, je vais vous le faire comme ça pour que ce soit un petit peu plus didactique. Donc vous avez deux solutions, et les solutions, on peut imaginer que ces solutions sont des vecteurs. Donc on peut imaginer que V1 de t, c'est un vecteur, et on peut imaginer que V2, c'est aussi un vecteur. Et ces vecteurs, ils ne sont pas collinéaires, ça veut dire ils ne sont pas parallèles. Ok ?
ça veut dire que ce sont deux solutions différentes. Pourquoi j'ai écrit OK. On va l'écrire V2 et V1 parce que c'est ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Même si on a envie d'écrire V, on va écrire Y. C'est pas très grave. Ce sont deux vecteurs, donc on peut calculer des combinaisons. Qu'est-ce qu'une combinaison? Une combinaison linéaire de vecteurs, c'est cette chose-là. Donc on prend les vecteurs. Et qu'est-ce qu'on va faire avec? Eh bien, on va les multiplier par un certain nombre. Par exemple, celui-là, on va multiplier par C1. Et on va imaginer dans notre tête que C1 est plus grand que 1. Donc C1Y, pardon, C2, je ne sais pas pourquoi je veux que ce soit C1. Donc C2, Y2. Et celui-là, au contraire, on va dire, celui-là, tiens, on va le faire plus court. On va dire que ça, c'est C1, Y1. Et maintenant, on peut calculer la combinaison linéaire de C1, Y1, de Y1 et Y2 avec les constantes C1 et C2, et ça nous donne C1, Y1 plus C2, Y2. Donc ça, c'est un autre vecteur. Et si je trace cet autre vecteur, qu'est-ce que ça me donne? Ok, ça ne va pas le faire. Alors, si je trace cet autre vecteur ici, par exemple, donc on va dire que ça, c'est C1, Y1, j'essaie de le tracer à peu près pareil. Ok, maintenant, je vais construire la somme de ces vecteurs. Comment on fait pour construire la somme de vecteurs? Alors, on fait des petits pointillés pour construire un parallélogramme. Dans cette direction, on fait un parallélogramme. Et ça nous donne une somme de vecteurs qui est celle-ci. Et celui-là, on l'appelle Y. Donc Y, c'est égal à C1Y1 plus C2Y2. Et ça s'appelle une combinaison linéaire. Maintenant, on va regarder l'équation qu'on avait, c'est-à-dire A, Y seconde plus B, Y prime plus CY égale 0. Et on va se dire que Y1 est solution. On va supposer. On va aussi supposer que Y2 est solution. Et maintenant, on veut prouver que C1, Y1 est solution et que Y1 plus Y2 est solution. Okay, on l'appelle H, cette équation, parce qu'elle est homogène. Donc on suppose que Y1 est solution et on veut prouver que C1, Y1 est solution. Donc C1, Y1, on remplace dans H. Comment est-ce qu'on fait pour calculer la dérivée de C1, Y1? Donc on calcule A fois C1, Y1 seconde plus B fois C1, Y1
prime plus C fois C1Y1 égale. Et on ne sait pas ce que c'est, à quoi c'est égal, on veut vérifier que c'est égal à 0. Donc A fois C1, ce n'est pas une fonction de t, donc on le sort, ça nous donne y1 seconde plus b, pareil, c1y1 prime plus c, c1y1 égale. On ne sait toujours pas quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on regarde ça et on se dit, ah tiens, là il y a C1, là il y a C1, là il y a C1, donc ça veut dire je peux éliminer C1 de ces trois termes, donc ça nous donne A, y1 seconde plus b, y1 prime plus c, y1 égale, et égale quoi? Puisqu'on sait que y1 est solution, puisqu'on sait que y1 est solution, ça veut dire que cette chose-là, c'est forcément 0, parce que ça, c'est exactement l'équation H. Donc, c'est bien satisfait. Si y1 est solution, alors CY1 est solution. Donc, on vient de prouver que si y1 est solution, alors C, n'importe quelle constante C1, Y1 est aussi solution. Donc, on peut multiplier une solution par une constante et ça reste une solution. Ça, c'est super cool et super utile. Maintenant, on va prouver que si Y1 est solution et que Y2 est solution, ça implique que Y1 plus Y2 est solution. Comment on fait? Eh bien, on remplace. Remplaçons Y1 plus Y2 dans H. Qu'est-ce que ça nous donne? A fois Y1 plus Y2 le tout prime, plus B facteur de Y1 plus Y2 prime, pardon, c'était seconde le premier, plus C facteur de Y1 plus Y2 égale, on ne sait pas quoi et on espère 0. Comment on calcule ça? Ben, on peut distribuer la dérivée seconde dans la parenthèse, ça nous donne A y1 seconde plus A y2 seconde plus B y1 prime plus B y2 prime plus C y1 plus C y2 égale point d'interrogation. Mais le point d'interrogation ne va pas rester bien longtemps. Pourquoi? Parce qu'on a ici A y1 seconde plus B y1 plus y1 prime plus c y1. Et ça, si on les met ensemble, on sait que c'est égal à 0, car, j'ai changé quelque chose, car y1 est solution. De la même manière, on voit qu'ici on a a y seconde plus b y2 prime plus c y2 et que si on met les trois ensemble, c'est égal à 0 car y2 est solution. Donc qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? Eh bien ça veut dire que cette chose c'est bien égal à 0 parce que c'est 0 plus 0, ce qui nous donne effectivement 0. Voilà. Donc on a effectivement la somme qui est égale à 0. Et c'est ce que l'on voulait. Donc là, on vient de prouver que nous avons la somme de deux solutions qui reste une solution. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce qu'on a la somme qui reste une solution et on a aussi le produit d'une solution qui reste une solution. Donc si on fait maintenant
C1y1 plus C2y2, comme on l'a fait là-haut. Voilà, on sait que cette chose-là, ça va aussi être une solution, si on la remplace. OK? Donc ça, c'est la linéarité, et c'est fondamentalement important de comprendre ce que ça veut dire. OK? Très bien. Donc maintenant, on a le cas numéro 1, où on a donc cette solution, et on a deux solutions exponentielles. Donc maintenant, on va regarder le cas dit numéro 2, où dans ce cas-là, justement, on a delta égale 0. Donc on a deux en fait, c'est une seule, une racine réelle simple, double, oh là là, une racine réelle double. Parce que quand delta est égal à 0, on a b carré moins 4ac égale 0, R1 égale R2 égale R, et dans ce cas-là, c'est un cas un petit peu bizarre, parce que, comme vous voyez, on a besoin de deux solutions pour avoir tout l'espace, et malheureusement, on n'en a qu'un, on n'en a qu'une, parce que R1 égale R2. Donc là, on va faire un petit trick. On va dire que Y1 de t, alors là, vous ne devez pas comprendre pourquoi, vous devez juste l'admettre. Y1 de t égale C1 exponentielle R t. Donc le R, c'est celui-là. Et ça, c'est évident, donc ça, c'est clair. Si vous voulez, vous pouvez vérifier. Et on admet que Y2 de t égale C1 fois t exponentielle RT est solution. On l'admet, on peut aussi le vérifier. Je vous encourage à le vérifier à la maison. C'est franchement pas très difficile. Voilà. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce cas-là? Eh bien, maintenant, on a deux solutions, Y1 et Y2. Et la solution générale, eh bien, c'est Y de t égale C1 exponentielle RT plus C... Pardon, c'est un C2, pas un C1, évidemment. Je vais corriger en couleur pour que vous voyez bien. Voilà. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut imaginer ça comme ça. Quand on regarde la solution Y1, on va dire que cette solution, c'est un vecteur. Okay, on va encore se dire que la famille de solutions, elle a la même dimension, c'est-à-dire une dimension 2, comme un plan. Et on va dire que la première solution, Y1, c'est un vecteur. Donc ce vecteur, on peut l'imaginer comme ça. Et malheureusement, puisqu'on a les deux solutions qui ont la même racine R,
vous voyez ici, ben, ça veut dire que la deuxième solution y2, ça aurait été normalement la même solution. Et donc ces solutions, elles étaient ce qui s'appelle collinéaires. Vous voyez, si je n'avais pas multiplié la deuxième solution par RT, j'aurais ici aussi Y1 de T. Et ça ne va pas parce que les deux solutions sont collinéaires. Donc elles ne forment pas un plan. R1 égale R2 égale R. Les solutions Y1 et Y2 sont collinéaires. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin. Les autres, vous pouvez ignorer. Je dis ça pour ne pas vous stresser, hein, pas pour pas que vous essayiez de comprendre, mais juste si vous trouvez que c'est déjà trop difficile, ne vous cassez pas la tête avec ça. C'est juste que je sais que certains d'entre vous ont déjà réfléchi à ces questions-là, donc je veux leur permettre d'aussi apprendre quelque chose. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, le deuxième terme, on va lui donner une couleur différente, et on va le multiplier par t. Et en multipliant par t, ça nous donne une solution complètement différente. Et ça maintenant, c'est y2 de t égale c2t exponentielle rt. Et celle-là, elle n'est pas collinéaire. Comme vous voyez, on a ici un angle. Ça veut dire que les deux solutions forment une base du plan. Et donc, on a maintenant un plan, et donc on a assez d'informations pour écrire la solution. Sinon, il nous aurait manqué des solutions, ce qui aurait dit qu'on avait manqué une partie de l'espace de solution. OK? Donc, cas numéro 3. Delta inférieur à 0, strictement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On a deux racines complexes. Donc, on a B2 moins 4AC inférieur à 0, ce qui sont deux racines complexes. Je regarde d'ailleurs oh là là, je vois qu'il y a des gens qui écrivent sur le chat là. Donc pour le cas où delta est négatif, on a B2 moins 4AC est négatif. Et dans ce cas-là, on a donc un R1 égale R2 égale R. Donc on a justement deux racines conjuguées complexes.
Donc ça sera R1, virgule, égale alpha plus ou moins I bêta. Alpha égale moins B sur 2A et bêta égale racine de 4AC moins B carré sur 2A. Et là, donc, on obtient y de t égale exponentielle alpha t facteur de C1 exponentielle I bêta t plus C2 exponentielle moins I bêta t. Et on peut aussi l'écrire exponentielle alpha t que multiplie A cosinus bêta t plus B sinus bêta t. Voilà, alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais juste vous montrer à quoi ressemblent les solutions dans les trois cas. Et la prochaine fois, donc, je referai une vérification de tout ça pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Donc voilà les courbes. Je vous montrerai des applications dans différents domaines, par exemple. Et donc il y a trois solutions, trois types de solutions. Des solutions où la solution est oscillatoire et diminue d'amplitude. Donc ça, c'est le cas des racines complexes. C'est underdamped oscillations. Les racines réelles, c'est critical damping. Et distinct real roots, c'est overdamped. Voilà. Donc, voilà les solutions. Et merci pour votre attention. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un cours sur la suite des opérations. Merci.